Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Et le début de cette vidéo est exceptionnellement tourné en voix off, puisque cette première actu a été ajoutée après le tournage du reste de la vidéo. Il s'agit de l'assassinat d'un professeur d'histoire-géographie, aujourd'hui à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Vendredi après-midi, ce professeur de 47 ans a donc été découvert décapité à quelques centaines de mètres de son école. Peu de temps après, c'est l'auteur des faits qui a été retrouvé. Il était armé d'un couteau et d'une arme à feu, et face à la menace sur le moment et son refus de déposer son arme, il a été abattu par les forces de l'ordre. Très peu de temps après, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire et une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. En fait, les premiers éléments font un lien avec un cours survenu quelques jours plus tôt, et dans ce dernier, le professeur d'histoire géo avait montré plusieurs des caricatures de Charlie Hebdo liées à l'islam et son prophète. Selon plusieurs parents d'élèves, et notamment un parent d'élève interrogé par Le Figaro, la victime avait invité les élèves musulmans qui le souhaitaient à quitter la classe de façon à ce qu'ils ne soient pas offensés. Mais le professeur avait reçu malgré tout des menaces après ce cours, ce qui l'avait poussé à porter plainte. Selon les informations du Monde, une carte d'identité a été retrouvée sur l'homme abattu. Elle indique une nationalité russe et un homme âgé de 18 ans, même si au moment où j'enregistre cette vidéo, les enquêteurs ne sont pas certains qu'il s'agit de la carte d'identité de l'auteur. Par ailleurs, peu de temps après cet acte ignoble, il a été posté sur Twitter une photo de la décapitation, ajoutant, je cite, à Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer. L'homme serait donc potentiellement derrière ce compte. Évidemment, l'intégralité de la classe politique a dénoncé cet acte, beaucoup dénonçant un acte barbare et une lutte qu'il faut mener contre l'islamisme radical. L'Assemblée nationale s'est levée pour saluer la mémoire du professeur et dénoncer, je cite, un abominable attentat, et le journal Charlie Hebdo a fait part de son sentiment d'horreur et de révolte. Enfin, dans la soirée, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu sur place. Il a notamment déclaré, je cite, un de nos concitoyens a été assassiné parce qu'il enseignait et qu'il apprenait à ses élèves la liberté d'expression. Voilà donc pour les infos que l'on a eues au moment où je tourne cette vidéo. Je tiens en tout cas à rendre hommage à ce professeur. Mes pensées vont aussi à son entourage et à tous les professeurs qui se sentent aussi attaqués à travers cet acte. De notre côté, évidemment, on va continuer à vous tenir au courant dans les jours à venir, et je vous laisse avec la suite de la vidéo qui a donc été tournée avant l'attaque. Pendant longtemps, beaucoup de personnes étaient persuadées que si on avait attrapé le virus une première fois, on était sûr et certain de ne pas pouvoir l'attraper une seconde fois. Pourtant, depuis fin août, plusieurs cas de réinfection ont été observés, que ce soit à Hong Kong, en Belgique, aux États-Unis ou encore aux Pays-Bas. Donc des gens l'ont attrapé une première fois, puis une seconde fois. Vendredi dernier, aux Pays-Bas, pour la première fois au monde, une patiente est morte après une réinfection du Covid-19. Cette femme de 89 ans avait attrapé le Covid-19 il y a 70 jours et avait réussi à en guérir, sauf que il y a plus d'une semaine, elle a de nouveau été déclarée positive au Covid-19 et cette fois-ci, elle n'a pas survécu. Je vous mets un lien directement en description, mais d'après les scientifiques qui se sont penchés sur son cas, les prélèvements ont démontré que c'était bien deux souches différentes du virus qui l'ont contaminé, et donc c'était pas la première contamination datant d'il y a 70 jours qui l'a tué. Il s'agit donc bien d'une réinfection qui serait possible parce que les anticorps, qui sont censés protéger notre corps du virus après avoir développé la maladie, ne sont plus efficaces, comme le confirment des chercheurs dans la revue The Lancet. En l'occurrence, cette possibilité de réinfection, elle est importante car elle pose deux problèmes majeurs. Le premier problème à ces réinfections, c'est qu'on peut être contaminé par des souches différentes. Donc la première fois, on peut avoir été contaminé mais juste être asymptomatique, mais la seconde fois, on peut développer potentiellement une forme grave. Par exemple, on peut noter le cas d'un patient de 25 ans aux États-Unis qui a dû aller en réanimation la seconde fois, alors que lors de sa première contamination, eh bien, il n'avait pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Et le deuxième problème à ces réinfections, si elles sont fréquentes, c'est que ça fausserait totalement la stratégie d'immunité collective. La stratégie de l'immunité collective, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. Elle consiste à avoir une large partie de la population qui est déjà contaminée, autrement dit donc une population qui serait immunisée, si bien que le virus n'arriverait plus à circuler au sein de la population. Alors logiquement, si on réalise que beaucoup de personnes peuvent être réinfectées et donc contaminées une seconde fois, eh bien c'est un peu une stratégie qui tombe à l'eau. Alors attention, c'est très important de le noter, pour l'instant les cas de réinfection notés par les chercheurs sont extrêmement rares, c'est environ une petite dizaine, donc rien ne dit que c'est quelque chose de très développé ou de très courant, mais c'est important donc de noter que des recherches sont en cours là-dessus, parce que c'est une information qui est tout simplement cruciale pour savoir comment réagir face au virus. En deux phrases, juste une info que je voulais vous donner, le président de la République avait annoncé cette semaine une aide exceptionnelle de 150 € pour les bénéficiaires des APL, mais finalement, changement de programme,
ça va pas plaire à tout le monde, ce n'est plus ce qui est prévu. En gros, vous le voyez sur ce tableau qui récapitule tout, mais si vous touchez les APL et que vous n'avez pas d'enfant, eh bien vous ne toucherez pas d'aide de 150 €, contrairement à ce que le président de la République avait annoncé cette semaine, et ce changement impacte donc logiquement des millions de jeunes qui ne vont pas pouvoir bénéficier de cette aide. Alors tout à l'heure sur Twitter, j'ai pointé du doigt ce changement de discours de la part du gouvernement, et le Premier ministre Jean Castex m'a répondu, déclarant qu'il annoncerait demain, donc samedi, des mesures spécifiques pour les jeunes. On verra donc ce qu'il en est, je vous tiendrai au courant lundi dans les actus du jour sur YouTube, ou alors directement sur Instagram dans le résumé de l'actualité que je vous aurai préparé. Du coup, évidemment, pensez à vous abonner à notre compte Instagram si jamais c'est pas encore le cas. On continue en France, comme promis, je vous tiens au courant de l'évolution de l'enquête au sujet de la mort de Victorine, une étudiante de 18 ans dont le corps a été retrouvé dans un cours d'eau à Villefontaine en Isère. Hier, 20 jours après la mort de Victorine, un homme de 25 ans, voisin mais qui ne connaissait pas la famille, a avoué être à l'origine du meurtre. Il a expliqué à la police qu'il se serait disputé avec la jeune fille après une bousculade involontaire, qu'il aurait paniqué et lui aurait serré à ce moment-là le cou. Et le truc c'est que ces déclarations ne satisfont pas du tout la police. En effet, d'après l'autopsie du corps, Victorine aurait effectivement été étranglée, mais après elle se serait noyée. Par ailleurs, le suspect nie toute tentative de viol alors que le pantalon de la jeune femme a été retiré et retrouvé à proximité du corps. Bref, il y a encore des zones d'ombre, mais l'enquête avance. Le suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre précédé d'une tentative de viol. Il risque la prison à perpétuité, soit jusqu'à 30 ans en France. Enfin, dernier sujet en France, je l'ai brièvement évoqué hier, on a appris le décès de Rania, une jeune fille de 16 ans très présente sur les réseaux sociaux ces derniers mois, notamment sur YouTube et TikTok. Elle apparaissait régulièrement dans les vidéos du youtubeur GameX13, connu pour sa joie de vivre et sa bonne humeur. Elle était passionnée de jeux vidéo et rêvait de faire du cinéma. Beaucoup de personnes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux et ont été attristées par cette nouvelle. Rania était en fait atteinte du syndrome de Hutchinson-Gilford, aussi appelé progeria. C'est une maladie extrêmement rare qui accélère le vieillissement. Elle touche entre 50 et 100 personnes dans le monde et il y en avait seulement 3 en France, dont Rania. Au-delà de l'apparence physique, le corps des personnes atteintes de progeria peut aussi les faire souffrir. Rania souffrait notamment de problèmes au niveau du cœur. Malheureusement, l'espérance de vie des patients est de 13 ans en moyenne et la maladie reste incurable pour l'instant. En tout cas, je sais que vous étiez nombreux touchés par cette triste nouvelle. Un hommage est prévu ce samedi à 15 h à Annemasse, la ville où Rania vivait, et je vous mets des liens du coup en description si ça vous intéresse. Et au passage, pour clore ce chapitre sur l'actualité en France, vous le savez très probablement, le The Event a débuté aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir pour récolter un maximum de dons pour Amnesty International. On en parlera davantage en détail dimanche matin dans le format des actus de la semaine. Et si vous voulez faire un don dès maintenant, je vous mets évidemment des liens en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec une actualité aux États-Unis. On n'a quasiment pas parlé des États-Unis cette semaine, donc on en parle très rapidement aujourd'hui. On va parler du duel qui a opposé Donald Trump et Joe Biden hier à la télévision à 19 jours de l'élection présidentielle américaine. Alors je vous préviens, le concept était archi bizarre. En fait, à la base, il devait y avoir un débat virtuel entre Donald Trump et Joe Biden, mais Donald Trump a refusé d'y participer car il trouvait que c'était, je cite, une perte de temps. Résultat des courses, plutôt que d'avoir un débat via Zoom par exemple, eh bien il y a eu 2 interviews séparées avec 2 journalistes différents, mais au final en matière de rendu, eh bien les 2 interviews étaient diffusées en même temps à la télévision, comme vous le voyez à l'écran. La crise du coronavirus était logiquement au cœur des interviews des 2 candidats, même si Donald Trump s'est félicité pour sa gestion de la crise sanitaire, il a dû justifier son refus de porter un masque alors que plusieurs membres de son équipe ont été testés positifs. De son côté, vous en doutez, le démocrate Joe Biden a reproché à Donald Trump d'avoir caché aux Américains le danger du Covid-19, une critique qu'il avait déjà adressée il y a quelques temps. Bon, alors clairement, on va se dire les choses, c'était pas du tout le duel de l'année, en même temps avec un format pareil où ils peuvent pas vraiment se répondre puisque c'est 2 interviews différentes, et bah c'est logique que c'était pas le débat de l'année, mais a priori donc les 2 candidats devraient à nouveau se confronter dans un dernier débat présidentiel prévu dans une semaine à Nashville dans l'état du Tennessee. Lui en l'occurrence, s'il est maintenu, ça devrait être un vrai débat entre les 2 candidats comme on avait eu il y a quelques semaines. Autrement dit donc, on verra ce qu'il en est. On passe à un deuxième sujet en Thaïlande cette fois-ci où le gouvernement durcit le ton face aux manifestations pro-démocratie. En effet, depuis cet été, et d'ailleurs on en a déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois, des milliers de jeunes se réunissent très régulièrement pour protester contre le gouvernement et réclamer donc plus de démocratie. En gros, la Thaïlande est gouvernée par un groupe de militaires qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état en 2014 avec à sa tête le premier ministre Prayut
au Tchanotcha, où les manifestants exigent la démission. Pour résumer, on a donc un système avec l'armée présente depuis le coup d'état, qui est dirigé par un premier ministre très critiqué, ainsi que un roi Ramadis qui tire les ficelles de tout ce système. Et c'est un roi que vous connaissez peut-être, puisque c'est lui pendant le confinement qui s'était confiné en Allemagne dans un hôtel avec son harem et ses femmes. Bref, concrètement, ce que réclament les manifestants, c'est donc non seulement un changement de la constitution, donc la loi suprême du pays, pour qu'elle soit moins favorable à l'armée, mais c'est aussi plus largement une réforme de la monarchie, et ça c'est assez historique. En effet, il faut savoir que critiquer la monarchie en Thaïlande c'est très tabou, puisque là-bas on n'a pas le droit de critiquer le roi sous peine d'amende ou de prison. Du coup, face à cette contestation qui est de plus en plus importante, le gouvernement a durci le ton, il vient d'interdire les rassemblements de plus de 5 personnes, mais également les publications en ligne qui pourraient, je cite, nuire à la sécurité nationale. Il faut savoir que l'économie thaïlandaise est très fragilisée à cause de la crise du Covid-19, vu qu'il n'y a quasiment plus de touristes. Résultat, de plus en plus de Thaïlandais se retrouvent en situation de précarité, donc le mouvement risque de ne pas s'arrêter tout de suite. C'est un sujet qui me paraît important et intéressant à suivre, donc évidemment on continue à vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Avant le débat, on passe à la note positive en 2 mots, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une initiative de 2 Français pour l'environnement. Le 7 septembre dernier, Sabrina et Florian, qui habitent dans le Morbihan, se sont lancés dans un tour de France de 3 mois à vélo pour ramasser les masques jetés un peu partout sur la route et dans les cours d'eau. En l'occurrence, pour l'instant, on peut dire que c'est un challenge plutôt réussi, puisque en seulement 1 mois et 1 semaine, ils ont déjà récolté environ 500 masques. Bon, alors certes, 500 masques, c'est peu par rapport au nombre de masques qui doivent être jetés chaque jour dans le monde, mais tout de même, ça reste surtout un message important à véhiculer, un petit rappel en fait que les masques, ça se met à la poubelle, ou alors d'ailleurs dans les centres de collecte de masques si jamais vous en avez un près de chez vous. Le débat hier, c'est le suivant: approuvez-vous les dépôts de plainte contre les ministres au pouvoir lors du confinement? Vous le voyez avec les résultats qui apparaissent à l'écran, vous êtes une plus grande partie à être favorable à ces dépôts de plainte. Et pour ce qui est du débat du jour, c'est le suivant: le gouvernement en fait-il assez pour venir en aide aux jeunes dans cette crise du Covid-19? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, dans l'onglet communauté, vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Alors vous connaissez la chanson, pour continuer à vous informer, pensez à vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube. Ce week-end, pas de vidéo demain, mais une vidéo dimanche dans le cadre du format des 5 actus de la semaine. Et puis évidemment, je viens de le dire, vous pouvez nous suivre directement sur Instagram pour les résumés quotidiens de l'actualité qu'on prépare chaque jour du lundi au dimanche. Le nom du compte, logiquement, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, portez-vous bien et on se dit à dimanche pour le format des actus de la semaine.